d'être resté jusqu'à la fin du film. Donc je vais appeler à la table du débat. Merci. Ça va être bien. Alors. Besoin d'un assistant. Merci. Donc Séverine Tessier, donc cofondatrice d'Anticorps, auteure de Lutter contre la corruption, cofondatrice du Conseil d'urgence citoyenne sur Paris. Jacques Cotta, donc journaliste, réalisateur et producteur à la télévision française, initiateur de l'appel des 333. Voilà. Alors Patricia Dao, donc cofondatrice des éditions Timbuktu, maison d'édition militante, auteure de Bormida et traductrice de livres juridiques sur, donc tu as dit, sur le droit de résistance dans la constitutionnalisation. Olivier Sier, co-animateur, j'avais marqué co-animatrice, d'Alternativa 06. Virginia Lombard, donc qui est là, membre du CNR 06. Christina Comi, maître de conférence franco-grecque spécialiste de l'Amérique latine. Et donc Alain qui va lire le témoignage des Goudières de Michael Wanen. Wamen. Comme tu veux, comme tu veux. Par contre, du coup, je m'étais. Alors attends, je vais me mettre. Je me mets là, écoute. Hein, bon, très bien. Très bien. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Je mettrai à la fin. Je l'avais appris. Donc je vais sans plus tarder, pour qu'on puisse profiter au maximum du débat avec la salle, donc céder la parole à Séverine. Donc voilà, je vais te céder la parole pour que tu présentes un peu pourquoi a été lancé le Conseil d'urgence citoyenne voilà, sur Paris, que tu parles un peu des initiatives aussi que tu connais ailleurs en France. Alors d'abord merci Nadège, parce que tout ça se fait grâce à toi. Et c'est vrai que nous nous connaissons depuis un petit moment avec Nadège, notamment dans des combats anticorruption. Et ce sont ces combats anticorruption qui nous amènent au constat de notre impuissance, malgré une forte mobilisation citoyenne, tout simplement parce que nous n'avons pas le pouvoir, en tant que citoyens, de nous opposer aux abus de pouvoir. Et c'est dans cet esprit que depuis déjà plusieurs mois, nous avons engagé une démarche à la conquête du pouvoir citoyen. Pas de contre-pouvoir, mais bien d'un pouvoir citoyen, c'est-à-dire l'exercice de la souveraineté. Et si nous subissons aujourd'hui, je dis subir, je crois que tout ça fait écho au film que nous venons de voir, les chocs économiques et politiques institutionnels, c'est bien parce qu'il y a une logique de domination par l'exercice du pouvoir dit légitime. On emploie dans ce film le mot tyrannie. J'ai raconté là 13 ans d'engagement anticorruption dans un propos sur la conquête du pouvoir citoyen, en expliquant que le tyran, c'est celui qui arrive au pouvoir par les urnes et qui s'y maintient par la force. Et c'est bien en effet la chronologie des événements qui est importante. Parce que ce qu'on voit dans le film, à travers ces chocs, et ensuite la politique économique qui est menée, nous l'avons constaté ici en France, également par des mesures d'ordre autoritaire, d'abord sur le plan économique et avant même les attentats et ces nouveaux chocs. Je parle notamment de la loi Macron imposée par le 49.3. Je pourrais parler d'un certain nombre de politiques et de choix fiscaux, d'emprunts, par exemple emprunts toxiques, des choses qui servent des intérêts, qui sont des choix politiques que nous n'avons jamais formulés en tant que souverains par les urnes. La loi sur le renseignement, et puis enfin cet état d'urgence qui est aujourd'hui en voie de constitutionnalisation. Donc c'est ce qui nous a fait finalement nous précipiter, nous accélérer la démarche, en nous disant, non là vraiment, en plus réformer la Constitution, quelque part, c'est l'abus de pouvoir de trop qui fait converger toutes les causes
pour la reconquête démocratique. Donc d'autres causes associatives, et effectivement, je crois que le mouvement syndical, aujourd'hui, tous les salariés qui sont en lutte et qui constatent des abus de pouvoir dans le domaine économique peuvent également s'inscrire tout à fait dans cette démarche, c'est cohérent. Des artistes qui participent à cette démarche. Donc à Paris, nous avons installé un conseil d'urgence citoyenne il y a quelques semaines, au moment où nous avons appris que l'état d'urgence allait être constitutionnalisé. Et donc ce conseil se réunit toutes les semaines et il réunit des personnes de différentes formes d'engagement, de sensibilité, tout simplement des citoyens qui en ont marre et qui se posent cette question de l'exercice du pouvoir. Donc si on retient la chronologie des événements du film, il y a une logique qui est celle de la domination, et nous retenons la logique qui est bien sûr de la résistance, mais la résistance c'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est bien le pouvoir. Et je crois que c'est important d'en avoir conscience en tant que citoyens. Nous avons été suffisamment infantilisés, habitués à déléguer ce pouvoir à des gens qui en ont abusé, que nous subissons aujourd'hui. Alors je ne veux pas être trop longue bien sûr, mais je veux bien faire passer ce message que notre propos aujourd'hui, c'est bien non seulement de résister, mais on ne s'oppose pas à un pouvoir qui a tous les pouvoirs, sinon ça prend très longtemps et ça finit dans les conditions que nous voyons. Au final, je suis sûre qu'on va y arriver. La question, c'est quand et comment. Et on a un rendez-vous électoral dans 1 an, 2 même, l'élection présidentielle et l'élection législative, et nous avons considéré que pendant 1 an, nous devions nous organiser en tant que pouvoir citoyen pour aller conquérir le pouvoir légitime et politique. Ça s'est passé en Espagne, vous connaissez sans doute ce mouvement Podemos. Nous voulons changer l'ordre du jour des prochaines élections en nous imposant sur le terrain constitutionnel, parce que c'est par la démocratie et la réécriture des pouvoirs que nous pourrons changer de cap politique et repartir des besoins de la population. Donc c'est global, évidemment. Parce qu'évidemment, nous savons aussi que pour lutter contre le terrorisme, il n'y avait pas besoin de changer la Constitution, ce que nous considérons comme un changement de régime, mais ça, si vous voulez... Donc officiellement, on en reparlera un peu plus longuement si vous voulez après. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant, c'est vrai que j'avais précisé à l'entrée pour les gens qui sont arrivés en cours de route, cette soirée est la conséquence directe de la projection débat qu'on avait organisée le 11 décembre en fait ici à Nice, qui était vraiment partie d'une très très simple initiative et du fait que on ne pouvait pas rester sans rien faire. Et donc c'est vrai que le but de ce soir c'est d'arriver à réfléchir tous ensemble, mais vraiment tous ensemble, je veux dire c'est pas une tête plus haute que l'autre et tout, c'est non tous ensemble, à voir vraiment ce qu'on peut faire, ce que tu disais, voilà ce qu'il peut y avoir comme solution. Et donc j'ai le plaisir de céder la parole à Jacques Cotta, donc, tu vas nous parler de l'appel des 333, aussi du travail que tu fais depuis des années au niveau des documentaires militants. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. Je suis très content d'être ici. Je voudrais, si vous voulez, je pense après ce film qui dit plein de choses, qu'il y a un certain nombre de similitudes avec la situation que nous vivons. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire en quoi le film que l'on a vu représente en fait la situation dans laquelle on est. On va peut-être me trouver excessif lorsque je dis ça, mais je pense qu'il faut souligner un certain nombre de choses. Je pense que la force du film, que nous retrouvons dans la situation que nous vivons, c'est le lien qui existe entre l'outil politique dont se donne le pouvoir et la politique qu'il met en œuvre. Il n'y a pas d'un côté l'état d'urgence que François Hollande veut imposer et qu'il veut faire voter, qu'il veut constitutionnaliser, et d'autre part une politique qui, globalement, suivrait son chemin et qui n'aurait pas grand-chose à voir avec l'état d'urgence en question. Il y a, de mon point de vue, un outil qui est l'état d'urgence pour imposer une politique, qui est la politique qu'ils mettent en œuvre depuis des années. Je pense que jamais nous n'avons assisté à une politique aussi réactionnaire que celle que nous subissons depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment depuis l'élection de François Hollande. Je voudrais dire un mot de l'état d'urgence. L'état d'urgence, l'appel que nous avons lancé, qui s'appelle l'appel des 333, parce qu'il a été diffusé sous l'angle des 333 premiers signataires qui sont arrivés très vite. Nous étions 6 à le mettre au point à Paris, dans un troquet, parce qu'on s'est dit, lorsque l'état d'urgence a été proclamé, que ça avait une histoire et qu'on ne pouvait pas laisser faire.
L'histoire de l'état d'urgence, vous savez, on le voit globalement dans les effets du film, dans ce que l'on nous montre. Mais il y a des choses qui ne sont pas énoncées là, mais qui participent de l'histoire de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est par exemple la République de Weimar, qui en 1915-1916 est imposée en Allemagne et qui va aboutir à l'assassinat de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht et des Spartakistes en Allemagne par les sociodémocrates. C'est par exemple la mise en œuvre d'une politique et d'un outil mise en place dès 1933 par Hitler, qui va aboutir à la déportation, à la liquidation de centaines de milliers de juifs, de communistes, de résistants en Allemagne même, avant que la terreur ne s'abatte sur l'Europe entière. L'état d'urgence, c'est cela. Alors lorsque l'on nous dit aujourd'hui que l'état d'urgence n'a d'autre signification que de tenter de combattre le terrorisme, je pense que globalement on nous dit n'importe quoi et qu'on se fout de nous. Seuls les naïfs peuvent y croire. Vous savez, l'image a été donnée par tout le monde du type qui va se faire sauter au milieu de la foule et qui n'en a pas grand-chose à faire de savoir ce qui lui arrivera une fois qu'il se sera fait sauter, ni sur le terrain de sa nationalité, ni sur le terrain de l'urgence elle-même. Mais sans revenir à cela, l'état d'urgence, ça s'est déjà imposé en France, depuis qu'Hollande l'a décidé. Ça a été les manifestations de la COP 21, interdites, parce qu'elle mettait en cause la politique du régime et qu'il s'agissait d'interdire qu'on la remette en cause. Ça a été des mises à résidence par dizaines dans la région parisienne, non pas de terroristes potentiels, mais de responsables associatifs, de responsables syndicaux, de responsables politiques, parce qu'ils mettaient en cause la politique gouvernementale. Ça a été, après l'assignation à résidence, plus de 3000 perquisitions de nuit, hors de tout regard judiciaire, des portes enfoncées pour, je crois, seulement 2 cas partiels qui seraient potentiellement en relation avec des possibilités d'attentat. L'état d'urgence a donc une fonction. C'est quoi cette fonction? Et c'est, je pense, toute l'importance du débat que nous devons avoir. Cette fonction, c'est d'assurer les moyens de la mise en place d'une politique qui a commencé avant l'état d'urgence, qui doit s'amplifier et qui doit se poursuivre. C'est le transfert de richesse dont parle Noémie Klein. C'est, par exemple, le plan Macron qui prend 41 milliards sur les fonds publics pour les allouer sous forme d'aide aux grands patrons, au patronat et aux entreprises du CAC 40. Ces 41 milliards qui nous appartiennent, qui nous sont subtilisés pour être remis dans des intérêts privés. C'est par exemple la liquidation de toute une série de services publics qui est d'ores et déjà engagée en France. C'est par exemple la liquidation des statuts des fonctionnaires qui d'ores et déjà est engagée en France. C'est par exemple la décision de liquider des centaines et des milliers d'emplois dans ce qui reste un fleuron de notre industrie, Alstom et d'autres entreprises, décidées d'être liquidées au compte d'intérêts privés. Ces fleurons qui sont rejetés et qui sont remis dans les mains aujourd'hui d'intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la collectivité. Alors voyez-vous, l'état d'urgence, c'est l'outil, c'est le moyen de mise en place d'une politique qui nous est étrangère. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de secret dans tout cela. C'est globalement les mêmes recettes qui sont toujours employées. Ce sont celles qui nous sont décrites dans le film. C'est aujourd'hui, sous l'égide de l'Union européenne, la décision de dessaisir les peuples de leur pouvoir de décision pour eux-mêmes, de détruire les nations, de détruire les États, parce que sans nation, sans État et sans pouvoir des peuples, c'est la loi du marché qui s'impose. Et la loi du marché, on voit la misère qu'elle répand, on voit les profits qu'elle distribue, et on voit en même temps ce qu'elle spolie. C'est cela qui est en cause aujourd'hui. Alors, vous voyez, je pense que le film, qui date de quelques années, n'a pas grand-chose à être retiré par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. La situation que nous vivons, en réalité, n'est que le prolongement de ce qui est expliqué dans ce film. Avec Thatcher, avec Reagan et avec les autres, il pourrait aujourd'hui y avoir François Hollande dans ce film. Ça ne choquerait pas, ça correspondrait très exactement à la politique qui est mise en place dans notre pays dans les temps qui viennent. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter après ce que dit Jacques. Moi, il y a une phrase que je retiens dans le film, c'est être shock resistant, résistant au choc. Je pense qu'il est effectivement très important. Naomi Klein parle de l'histoire. Quand on voit aussi actuellement tout ce qui est la réécriture de l'histoire, ou bien quand on veut sabrer l'enseignement de l'histoire, quand on veut aussi carrément des pans entiers de l'histoire, et je pense notamment à l'histoire sociale, complètement la défaire. Honnêtement, combien d'entre vous ici savent qui a créé la sécurité sociale ? Voilà, c'est un exemple emblématique, c'est de dire tout ce qui est... Par qui ça qui a dit ?
Bon, non mais c'est surtout, c'est assez révélateur quand je pose cette question, qui a créé la sécurité sociale? Mais aussi tout ce qui est l'histoire du droit social. Pourquoi nous avons des congés payés? Pourquoi nous avons la retraite, quand on avait la retraite à 60 ans, toutes ces victoires qu'il a fallu arracher, qui ne nous ont pas été données. Attention, il a fallu se battre. Et que maintenant, avec les lois Macron, avec le gouvernement Hollande et Valls que nous avons actuellement, mais en même temps, j'ai envie de dire, et c'est pas à leur décharge, mais aussi tous les précédents depuis une trentaine d'années, tous ces gens-là qui sont en train de nous voler nos droits, et plus loin que ça, je dirais qu'ils sont en train de nous voler notre pays. Il est temps de reprendre notre pays. Il est temps de reprendre, comme disaient nos camarades, de reprendre aussi le pouvoir entre les mains. Parce que là, on se fait déposséder, on est complètement considérés comme des enfants, comme si on était incapable de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, de nos concitoyens, sont déboussolés. Beaucoup d'entre eux sont perdus. Et c'est là que on fait un travail d'éducation populaire avec notamment l'association, le CNR 06, Comité pour une nouvelle résistance, justement pour expliquer cette histoire sociale, expliquer aussi d'où viennent les conquis sociaux. J'aime pas le terme d'acquis sociaux. Les conquis sociaux parce qu'il a fallu les arracher quand même. Et toutes ces choses-là qui nous sont volées pour le profit de quelques-uns. Parce que tout ce qui se passe là, qui se passe dans les différents pays, tout ça, c'est pas pour la démocratie, la liberté. Non, 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 non. Quoique ça pourrait être la liberté du renard dans le poulailler. Ça, oui, celle-là, je veux bien la concéder. Mais c'est ça, en fait. C'est sous couvert de mots nobles, tâches nobles, on a mis la démocratie, on a construit des nations, alors que, entre-temps, on a détruit des nations. On a détruit l'Irak, qui était un vieux pays, je veux dire, enfin une vieille civilisation. Là, on s'apprête à en détruire d'autres. On est en train de le faire. Et puis, je vous dis pas, je vous cache pas, les prochains sur la liste, ce sera nos pays sur le continent européen. On l'a vu avec le découpage de la France, avec ses eurorégions, toutes ces choses-là, qui font qu'en fait, on nous dépossède. Alors, je voudrais finir en disant que le seul moyen de récupérer notre pouvoir, ça sera de récupérer notre pays, de récupérer notre nation, parce qu'avec ça vient la souveraineté nationale et populaire. La seule qui permet dans le cadre que nous nous sommes construits au fil des siècles, au fil du temps, le seul qui nous permet d'exercer le pouvoir. Et non pas un pouvoir exercé de loin par Bruxelles ou Berlin ou Washington, ou la City à Londres, pour nommer que cela. Donc, moi, je vous enjoins pour résister, déjà, à bien étudier aussi tout ce qui est l'histoire sociale, tout ce qui est l'histoire aussi de notre pays, pourquoi nous en sommes arrivés là. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard, elles ne sortent pas du bleu comme ça, et de pouvoir ensuite répondre, parce que à une force qui peut être violente, moi je fais la différence entre la violence et la force, pas du tout la même chose. Mais une force, il convient d'en opposer une plus puissante, si on veut gagner. Merci. Je pense qu'un haut lieu de résistance, ce sont les lieux des livres aussi. C'est les librairies, ce sont les médiathèques, ce sont les livres chez les amis. Donc je vais parler des livres, puisque je suis là aussi pour représenter les éditions Timbuktu, qui sont nées au départ pour pouvoir publier des livres qu'il est difficile de faire publier par des maisons d'édition. Donc on a monté une association. Et puis on a été pris un peu par tout ça, et on a publié 2 livres sur le lion-turin, un livre sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc c'était des livres qu'on devait présenter au Salon du livre des lanceurs d'alerte de Montreuil, qui n'a pas eu lieu suite aux attentats. Oui, enfin, ça a été, ça a été drôlement réduit, en tout cas par rapport à ce que ça pouvait être. Et puis il y a aussi la mafia de l'aide. Et puis il y a un livre que j'ai traduit, qui a été écrit par un magistrat italien, qui s'appelle Le droit de résistance. Et comment faire la révolution. Attends, si tu me... Parce que j'en suis tellement dans d'autres. Comment faire la révolution en se référant au droit.
Et au départ, j'ai lu ce livre qui m'a particulièrement interpellée et j'ai décidé de le traduire. Et j'ai été extrêmement étonnée en fait. Il y avait plein de choses que je ne savais pas. Par exemple que le droit de résistance dans les constitutions, à partir de la Révolution française, a été le centre de nombreux débats. De choses aussi que le citoyen a perdues, hein, mais qui ont été débattues et qui sont toujours là. Et donc il reparcourt ce droit de résistance dans les constitutions françaises, italiennes et américaines. Et finalement, moi la question que je me suis vraiment posée à la fin de tout ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que la démocratie en fait? Quelle est la place du citoyen dans la démocratie? Parce que par exemple pour la constitution italienne, ce sont les partis politiques qui ont débattu sur le droit de résistance, par exemple. Et jusqu'à quel point le citoyen a pu dire quelque chose, ben, je pense que ça manque. Et finalement, c'est aussi retrouver la voix et la présence. Et bon, l'Italie est un pays qui a... Moi, j'ai vécu en Italie, donc c'est un pays qui a beaucoup de défauts et beaucoup de limites, mais il utilise le référendum d'une façon incroyable. Et je pense que ça a souvent sauvé l'Italie, entre guillemets, de la barbarie institutionnelle. Et sur le droit du divorce, par exemple, sur le droit de l'avortement, sur le droit des femmes, il y a eu constamment une société civile qui s'est battue. Et ça, c'est bon aussi, cette société civile qui s'affirme, qui se bat et qui a des moyens. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on en a beaucoup moins, finalement, pour dire les choses, pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, puis à la limite même pour perdre. Pour dire, ben non, ben, il y a une majorité qui veut ça, ben moi j'aurais voulu ça, ben je vais continuer peut-être à avancer et redemander un référendum, enfin je parle du référendum, mais ça peut être aussi d'autres moyens. Je voulais rajouter quelque chose sur la question de Notre-Dame-des-Landes. Nous allons sortir un livre de Françoise Verchères sur Notre-Dame-des-Landes, sur le scandale d'État que représente Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai été extrêmement choquée hier en lisant dans Le Monde que une des propositions de François Hollande à Nicolas Hulot était « Nous renonçons à Notre-Dame-des-Landes, nous renonçons au gaz de schiste ». Et ça, si tu rentres dans le gouvernement. Et je trouve ça, mais vraiment, mais c'est sordide, c'est lamentable et c'est hallucinant quoi. Je me suis dit mais j'hallucine. Donc ça a été repris par le Figaro. Enfin parce que sur le moment quand une amie m'a dit ça, j'ai dit mais non t'as mal lu. Enfin c'est pas possible. Et d'ailleurs il a répondu sur le moment même, limite en leur disant d'aller se faire voir. Voilà. Oui, mais alors, Notre-Dame-des-Landes, c'est essentiel ou ça l'est pas? C'est quoi Notre-Dame-des-Landes? C'est quelque chose que je vais utiliser comme un chantage pour te faire entrer parce que je vais avoir besoin? Mais ça sert à quoi alors le LGV Lyon-Turin? Ça sert à ça aussi? Et les autres, enfin, c'est quoi ça? C'est quoi? Et quand là j'ai lu le livre de Françoise Verchères puisque nous allons le publier où elle démontre, enfin tout ce travail de citoyen pour démontrer les mensonges et dans les ci et dans les là, enfin ce travail extraordinaire et en fait tout est limité à j'ai un joujou dans la poche, j'ai une petite bombe, donc si tu es gentil je la fais pas sauter, puis si tu n'es pas gentil je la fais sauter, enfin c'est ça. Enfin, moi là je trouve que c'est d'une gravité mais extrême et que les journaux, en plus les journaux l'ont repris, donc c'est... et personne, enfin, je pense que voilà, il y a quelque chose, donc les livres sont là, si vous avez des questions après, je répondrai. Ah, non, vraiment un dernier truc aussi, parce que moi je suis traductrice aussi d'une grande poétesse italienne qui s'appelle Alda Merini, qui a été internée pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique, alors qu'elle était déjà une grande poétesse, elle n'est pas devenue poétesse après. Et elle a subi énormément d'électrochocs. Je voudrais rappeler que l'électrochoc revient en psychiatrie pour soigner, soi-disant, les personnes. Voilà. L'électrochoc, on les a vus là. On les a vus dans le film. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une pensée pour ces malades qu'on traite d'une façon aussi barbare. Merci. Merci, moi aussi l'aspect shock resistant, ma résistance au choc m'a beaucoup parlé. Si on va un petit peu justement vers le fonctionnement d'un cerveau humain, on sait qu'il
Il y a des centres dans son sein qui sont par exemple l'amygdale, qui sont le centre des peurs primales et qui vont déclencher l'agressivité. Je pense que le court-termisme, l'individualisme forcené, cette agressivité qui a pu être décrite dans le film, ce sont des armes mentales qui sont destructibles. Et elles le sont par des actes qui paraissent anodins, mais qui sont des actes de tous les jours. Et moi, je suis ici au nom d'Alternatiba, qui est un mouvement qui fédère les alternatives, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et je pense que ce sont des actes de résistance au quotidien qui nous entraînent à la liberté d'expression, à l'ouverture de conscience, à la destruction de ces armes mentales et à la diffusion de ce qui permet de les détruire vers nos proches, vers les gens qu'on rencontre. Et que ça soit au niveau d'un choix de fournisseur d'énergie, que ça soit au niveau de l'éducation, on a parlé dans le documentaire de la façon d'enseigner l'histoire, il y a un ethnocentrisme qui doit être dépassé et qui peut l'être par la liberté pédagogique de chaque enseignant. On a à plein de niveaux la reconquête alimentaire, je citerai en exemple de cette affirmation du droit de décision et du pouvoir de la décision, Mohandas Gandhi et son héritière directe Vandana Shiva, qui est venue récemment à Nice, comme des exemples justement d'une politique agroalimentaire qui peut vraiment nous mettre finalement dans le contexte d'une vie de tous les jours qui permet cette ouverture de conscience et qui est finalement le support de toutes les luttes. Je pense que vraiment il y a un mode de vie à l'heure actuelle qui est de plus en plus cohérent, de plus en plus convergent, de plus en plus visible et palpable. Je pense et j'espère que Alternatiba le promeut bien. Et je pense que ce mode de vie-là est vraiment le support de toutes les luttes et donc de toutes les victoires à venir. Donc c'est relativement court, mais c'est pour vraiment insister sur le biais que c'est un entraînement. Il y a pas mal d'enseignants dans la salle et autour de moi. Je pense que on construit en faisant et je pense que c'est en construisant notre liberté, notre discernement, en quittant tout ce mode de fonctionnement aussi bien consumériste que financier, que court-termiste, que de découragement, que de cynisme, etc., qu'on s'entraîne aux plus grandes victoires. Parce que finalement, il y a quelque chose qui se diffuse, qui germe en chacun de nous, et je pense que c'est la multitude de ces prises de conscience-là qui fera la grande victoire finale. Reste pourtant la question du pouvoir, que je pense que nous ne pouvons pas laisser. Je ne sais pas combien parmi vous voyez ce film pour la première fois. Beaucoup de monde. Je pense que l'information, les images, les analyses sont très denses. Je pense que le film, il est vraiment fort. Moi, je voudrais profiter pour revenir sur certaines lignes du film. Je pense que ça ne ferait pas de mal parce que ce que j'entends, moi, je vois autour de moi, c'est un point d'interrogation de la part des gens, une confusion. Surtout, je vais remercier cette invitation des deux associations que je suis ici. Profiter aussi de placer deux mots pour la Grèce comme un laboratoire d'une nouvelle stratégie de choc qui est à côté de nos portes aujourd'hui et qui nous dit ce qui nous attend. Donc voici que les années 80 qu'on a vu dans le film, les années du capital monopolistique avec les nouvelles ambitions concernant des nouveaux marchés, la construction d'un marché mondial, de nouveaux services, de produits, etc., qui seraient basés sur non pas l'export-import ou le commerce, mais sur les ventes directes de la part des filiales des multinationales. Aujourd'hui, c'est une réalité pour nous. On est bien d'accord, on est là-dedans, à fond. Et qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, en fait, et qu'on voit déjà dans ce film? Ce qui est nouveau aujourd'hui et qui est du jamais vu, c'est cette hyper-concentration de capital financier dans très peu de mains. Dont des personnalités juridiques, genre des banques, des compagnies d'assurance, des corporations multinationales, mais aussi des personnalités physiques, des personnes qu'on peut nommer. Donc, ce capital financier hyper concentré, et je vais donner quelques chiffres juste pour qu'on s'oriente un petit peu, qui s'élève pour l'année 2015 à combien, vous dites? À 25 fois la totalité de ce que la planète produit en services et en produits. C'est-à-dire, ce capital financier, c'est une bulle qui est indépendante
du vrai capital de la planète. Hein. Donc cette bulle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, elle tourne dans ses quelques mains et elle cherche des profits, une maximalisation de profits. Hein. Et quand elle ne le trouve pas, elle s'efforce de les créer. Même par la voie de la guerre, hein. On a vu le choc de guerre, on a vu le choc de crise, voilà. Promotion de guerre, bulle spéculative de guerre, etc. Et je vais donner encore un chiffre. En 2014, le pourcentage de la population mondiale qui était en guerre, c'était les 11%. C'est un pourcentage très élevé, même plus élevé de celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce pourcentage, il n'est pas en baisse. Est-ce qu'on peut parler d'une troisième guerre qui est là, mais que nous ne la nommons pas? Peut-être. Un autre moyen pour la maximalisation des profits de ce capital s'appelle l'annexation des pays, des États entiers. Alors, non pas d'achat, hein, on ne parle pas d'achat, on parle de spéculation, c'est-à-dire je t'achète et je te revends. Après je te coupe en morceaux, je te revends, je te rachète et ainsi de suite jusqu'à ce que je gagne les derniers sous de ton cadavre. Dans ce cadre d'une telle démarche, tout État-nation indépendant, avec un pouvoir de décision politique et qui s'éloigne de ce jeu spéculatif des marchés financiers, hein, et qui a un peuple qui demande son autodétermination, c'est un obstacle. Voilà. Il faut être très conscient. Car pour qu'on puisse spéculer avec le cadavre, il faut d'abord le déposséder. Hein. Il faut déposséder les États de leurs obligations sociales vis-à-vis des peuples, ainsi que de leur pouvoir de décision politique. Après, on les coupe en morceaux, et finalement, voilà, ces morceaux sont entraînés au marché financier pour la liquidation finale. On est donc dans un schéma, hein, où d'un côté nous avons les profits obscurs d'une clique, et d'un autre côté, les États-nations, avec leur peuple. Et vous vous demandez peut-être comment ceci peut nous passer à nous, ici, que nous sommes dans cette salle, comment nos respectables chefs d'État peuvent nous jouer des tours. Ok, on a vu le documentaire, peut-être c'était loin, c'était au Chili, c'était en Argentine, c'était en Irak, mais nous ici... Alors, je vais vous dire, quand la gouvernance d'un pays est laissée à des personnages qui ne font que desservir des intérêts des banques et des multinationales, le pays bientôt se réduit en une agence immobilière qui invite les investisseurs, entre guillemets, étrangers, à occuper le terrain et à le développer, entre guillemets, comme bien leur semble. Et ainsi, la carte du pays change. La Grèce, par exemple, hein, change. Aujourd'hui, la carte de la Grèce, elle change complètement selon les intérêts de ses investisseurs, et en plus avec la signature du président de la République. Et comment on se mène là? Comment nos pays sont menés là aux mains de ces hommes politiques? Je dirais, en prenant exemple de la Grèce, mais je pense que cet exemple est pertinent aussi pour les autres pays de l'Europe, parce que souvent les institutions démocratiques ne fonctionnent pas, et tout d'abord la justice. Les hauts niveaux de la justice, hein, pas les niveaux bas quelquefois ils fonctionnent, mais les hauts niveaux de la justice, qui laissent passer des accords, des traités, des réglementations qui sont tout à fait contraires à notre intérêt, à l'intérêt public et à la Constitution. En Grèce, concrètement, la justice a permis l'application de la notion d'état d'urgence, qu'il a sorti d'une loi de 1948 de la guerre civile. Hein, elle a appliqué ça aujourd'hui contre la Constitution pour mettre le pays sous la main des vautours, en considérant que les difficultés financières de 2009 constituaient un état d'urgence. Alors que non, ce n'est pas prévu comme ça. L'état d'urgence, c'est la guerre, c'est la destruction naturelle que les autorités locales, nationales ne peuvent pas gérer, mais pas une difficulté financière. Donc, d'un côté la justice, d'un autre côté le système politique. Les classes politiques du pays ont dans l'ensemble commis maintes crimes contre l'intérêt national et l'intérêt du peuple, mais ils ne sont toujours pas, mis devant la justice. On m'a dit 10 minutes. D'accord, 5. Ok, bon, après, si vous avez des questions...
Non, non, mais c'est pas Je vais intéressant ce que arrêter. tu dis, ne t'inquiète pas, mais il n'y a pas de souci. C'est pas pour la longueur du... Hein? De quoi tu dis? C'est pour le micro qui était trop près, c'est pas pour la longueur du... D'accord, vas-y. D'accord, bon, ok. Moi, je voulais placer un mot sur ce que démocratie représentative veut dire ou sur ce qu'on nous dit que ça veut dire. Alors, et commenter que malheureusement, ni en Grèce ni ici, nous n'avons ni de démocratie ni de représentation. Parce que la démocratie, c'est quand le peuple il a son mot à dire tout le temps. Quand il peut participer dans la gestion de son destin. Non, quand il est convoqué une fois tous les 4 ans avec à mettre un papier, et après, il peut rien dire et rien faire, et il ne peut pas révoquer cette élection. Et puis la représentation, concernant la représentation, quand vous ou moi, vous envoyez un représentant pour vous représenter quelque part, vous allez bien lui demander des comptes, non? Vous allez lui dire, tu es allé là, moi je te dis de faire ci, toi tu as fait le contraire, alors maintenant, va-t'en. Ou paye les conséquences. Est-ce que vous avez vu beaucoup qui ont payé les conséquences? Moi, j'en ai pas vu, voilà. Ni pendant qu'ils sont ministres ou qui gouvernent, ni après. Voilà. Donc, quel est le rôle que joue dans tout ça l'Union européenne? L'Union européenne, finalement, c'est un carcan néolibéral, aujourd'hui on le voit très bien, dans lequel les oligarchies des différents pays se garantissent l'impunité mutuellement. Elles se mettent sous le parapluie, sous la protection des institutions, soi-disant, les institutions telles que la Commission ou la Banque centrale ou la Banque mondiale ou le FMI. Voilà. Je voulais aussi dire que dans ce carcan, l'application du droit international par un pays membre est impossible. Voilà. Les différents traités qui ont été signés au fur et à mesure de l'existence de cette communauté européenne, créent des conditions telles qu'un pays il ne peut pas évoquer les principes du droit international, le principe de l'égalité, le principe de la mutualité, le principe de la liberté, ni dénoncer les dettes qui lui ont été chargées les uns sur les autres à perpétuité jusqu'à liquidation. Il ne peut pas les dénoncer, sauf s'il sort de ce carcan. Voilà, en étant là-dedans, c'est pas possible. Je dis la dernière phrase, que la Grèce est aujourd'hui un cas qui crée un précédent juridique qui va être utilisé par la suite et qui couvre, qui occupe un vide juridique du droit international. À partir de 1945, selon les traités de l'ONU, il est inconcevable d'occuper militairement un pays pour lui imposer une certaine politique. La Grèce, elle est aujourd'hui occupée, mais pas militairement. Elle est occupée financièrement. Elle a un système de justice et un système politique qui ne fonctionnent pas, qui sont en panne. Elle est occupée de façon législative parce que sa constitution n'est plus en vigueur. Enfin, elle a été substituée par une paraconstitution de traités et de mémorandums face auquel même le FMI, qui a détruit tellement de pays, il est choqué, le FMI. Le FMI se déclare choqué par les traités que l'Union européenne a obligé un pays membre de signer. Et elle est aussi sous occupation politique, puisque les décisions politiques ne se prennent pas en Grèce, mais ailleurs, au Berlin ou à Bruxelles. Voilà. Après, quelle sortie, quel est le rôle de la peur dans tout ça? Comment ils nous prennent le consensus? Parce que le film, il mentionne à un moment donné, Naomi Klein, elle dit, le consensus en Angleterre était très important, donc Thatcher ne pouvait pas faire passer n'importe quoi. Ce consensus est le mot-clé qui nous concerne, parce qu'ils essayent d'usurper de n'importe quelle manière notre consensus. En Grèce, ça s'appelle le gouvernement de la gauche. Ici, ça s'appelle les attaques terroristes. Ça s'appelle la sécurité face à la peur. Donc, il faut repenser notre consensus parce que nous, aujourd'hui, nous sommes débrouillés avec notre consensus. Voilà. Ils ne peuvent pas le faire autrement. La Grèce aussi, elle a perdu sa souveraineté nationale parce qu'elle a signé des traités de démission volontaire de sa souveraineté nationale. Vous voyez? Parce que même le droit anglais, le droit britannique,
qui est le droit des traités signés, hein, ne permet pas de lui d'enlever à un pays par la force sa souveraineté nationale, sauf par démission volontaire. Donc on en est là. On est face à notre démission volontaire et il faut y penser beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Donc, merci à vous tous. Je vais passer la parole à Alain Fuentes. Juste avant, j'ai oublié quelque chose, et je m'en excuse, j'ai oublié de remercier Nicolas, qui filme le débat ce soir et qui anime la télé participative ZAD Partout Téloche, sur laquelle les archives YouTube sur lesquelles vous pourrez retrouver la vidéo du débat. ZAD Partout Téloche archive. Voilà. Vous tapez ça sur YouTube, vous retrouvez la vidéo du débat pour la faire circuler après. ZAD Partout Téloche archive. Voilà. Voilà, vous tapez ça. Ça sera ou demain ou maxi dans quelques jours. Voilà. Et après, juste, il y a donc des dessins qui sont là, très rapidement. Donc ce sont, voilà, les dessins qui sont là, ont été faits donc par Sarah, qui donc a vécu à Nice. Ici pendant un paquet d'années, elle faisait partie donc, du collectif 06 contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Elle est maintenant sur Paris et du coup elle est dans le conseil d'urgence citoyenne à Paris, elle s'implique beaucoup. Elle fait partie des manifestants pacifistes qui étaient dans la chaîne humaine à Paris, place de la République. Elle s'est retrouvée embarquée, mise en garde à vue pendant 24 heures, interdiction de contacter un avocat. Ils ont été entassés à 50 dans des cellules à Salut, tout ça pour qu'au bout de 24 heures, on les relâche en disant ah ben, on n'a aucun motif. Rentrez chez vous. Voilà. Pendant que d'autres sont allés directement en comparution immédiate au tribunal de Bobigny. Donc je voulais dire que ces dessins sont d'elle et elle a une contribution artistique extrêmement importante et elle a déjà beaucoup contribué pour nous. Très rapidement, pour compléter ce que vous avez tous dit, le gouvernement actuellement en profite pour faire passer certaines mesures aussi. Je voudrais savoir si depuis, vous avez entendu parler du TAFTA. Si depuis, vous avez réentendu parler des gaz de schiste, des pétroles et huiles de schiste. Est-ce que vous êtes au courant de la loi sur la fin de vie qui est passée ? Et ils sont en train aussi de nous faire passer, en plus de tout ça, ils sont en train de nous faire passer les compteurs Linky sur les ondes électromagnétiques. Et la destruction du code du travail. Voilà, aussi. Donc il y a toute une série de mesures qui sont en train de nous faire passer pendant qu'ils assènent donc la majorité de la population avec la peur justement des attaques terroristes permanentes. Et voilà, et ça devient un prétexte bien évidemment pour commettre toute une série d'exactions. Et je voulais dire qu'en même temps, parmi les actions qui ont déjà été prises, donc il y a l'enquête parlementaire qui est en cours. Il y a donc le Conseil de l'Europe qui a donc dénoncé les dérives, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est ça, l'ONU, voilà, qui ont dénoncé les dérives de l'état d'urgence. Il y a un mémoire juridique de 70 pages qui a été pondu en préambule au débat à l'Assemblée nationale qui s'appelle « Sortir de l'état d'urgence », qu'on peut mettre à disposition, qui nous a été transmis par un juriste membre d'Anticor qui est Eric Alt. Voilà. Donc parmi aussi tous les mouvements qui rejoignent vraiment cette mouvance de pacte citoyen, de Citizen Act face au Patriot Act. On a aussi donc le mouvement donc des goudières, c'est-à-dire donc les ex-goudières qui ont été donc condamnés à 9 mois de prison ferme parce qu'ils avaient séquestré un de leurs dirigeants. Alors que j'aimerais juste vous poser la question, est-ce que vous avez entendu que par exemple M. Balkany ou M. Guérini ont été condamnés à 9 mois de prison ferme? Voilà. Donc je te cède la parole, Alain, pour que tu lises les textes de Michael ou Wamen, que je ne me trompe pas. J'écorche pas son nom, le pauvre. Déjà qu'il est incarcéré. Maintenant, je vais vous lire un texte qui a été émis par le conseil municipal de Longo. Longo, c'est la commune qui abrite Goudière. Voilà, donc c'est une motion pour l'annulation du jugement des 8 camarades de Goudière et l'amnistie pour les militants syndicaux. Le 12 janvier 2016, la justice a condamné 8 syndicalistes de Goudière à de la prison ferme. Leur crime,
avoir retenu 30 heures, sans violence, 2 dirigeants de l'entreprise qui procédaient à la fermeture du site et à 1200 suppressions d'emplois. C'est la première fois depuis un demi-siècle qu'un gouvernement demande la prise en ferme contre des syndicalistes pour des actions menées en vue d'empêcher la fermeture de leur usine. Cette prise de position est une inacceptable criminalisation de l'action syndicale qui vise à placer le militant syndical au rang de délinquant. Nous y voyons une régression dans la conception même des libertés publiques de notre pays, et plus particulièrement une atteinte contre le droit du travail, contre la place et le rôle qu'il confère aux organisations syndicales dans les relations entre les salariés et les employeurs de l'entreprise. Il est extrêmement dangereux pour les libertés que l'actuel état d'urgence inspire et oriente l'autorité de l'État dans de telles dérives répressives. Il est inacceptable que les procureurs et les forces de police soient ainsi mises au service des grands groupes industriels et financiers pour briser toute résistance à la destruction des emplois et de l'industrie. Avec déjà plus de 150 000 pétitionnaires et la création de comités locaux de soutien, nous sommes particulièrement satisfaits de voir qu'une forte mobilisation citoyenne commence à se manifester pour exiger la justice pour les 8 condamnés de Goodyear. Nous nous y associons pleinement. Les élus du conseil municipal de Longeau expriment avec fraternité leur soutien et leur solidarité aux salariés de Goodyear. Nous exigeons l'annulation de ce jugement inique et, au-delà, l'amnistie pour tous les militants syndicaux condamnés. Donc la pétition est encore ouverte et il est encore temps de la signer et de la faire signer. Alors, je vous remercie. Donc je vais appeler à donner la parole à la salle. Juste avant, vous pouvez nous laisser vos coordonnées à la fin du débat. Et pour la participation donc à la location de la salle, donc il y a une urne. Voilà, il y a un monsieur sympathique avec une boîte en carton dans les mains, donc costaud mais sympathique. Donc je vais passer le micro donc, dans le public si vous avez des questions. Moi, j'aurais plusieurs questions. Je trouve que c'est très intéressant. Mais moi, je vais revenir un peu à la réalité, qui est complètement différente de ce que vous dites. Alors moi, déjà, j'ai une question à vous poser par rapport à l'état d'urgence. Je pense que déjà, l'état d'urgence, c'est déjà pour protéger les gens. Donc c'est vrai que, peut-être que je suis un peu utopique, mais je crois que si par exemple, il y a d'autres attentats, on va incriminer qui? On va incriminer le pôle gouvernement. Par exemple, si l'état d'urgence, il disparaît, il y a 15 jours après, il y a des attentats, on va incriminer qui? Le gouvernement. Donc déjà, la première chose, c'est ça. Après, je voudrais rebondir aussi ce que vous dites sur quelqu'un qui fait partie donc, de la population ou des élites populaires pour être inscrit, pour avoir un candidat aux élections présidentielles. Moi, je ne pense pas que c'est ça, ça va être pas ça, parce que les élections présidentielles, ce qui se précise aujourd'hui, c'est 3 candidats. Donc c'est Sarkozy, c'est Le Pen et Hollande. Après... oui, aujourd'hui, je pense que ça va être ça va être pas d'autres candidats. Il faut arrêter de se voiler les yeux et se dire que ça va être un autre candidat. Et la troisième question que je voudrais rebondir par rapport au peuple grec, moi je comprends pas une chose, c'est que le peuple grec il a subi beaucoup de choses, et il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu. Donc voilà, je voudrais rebondir sur 3 questions. On va peut-être prendre quelques questions avant de repasser la parole à la... Alors, qui a des questions que je vois tout le monde, parce que sinon, j'arrive pas. Bon, je vais rater des mains, me tapez pas si je vois pas des gens. Moi, j'aurais aimé savoir par rapport à la réécriture d'une constitution. J'ai pu entendre parler de ça à travers certains médias. Et je crois que Étienne Chouard, un économiste marseillais, avait proposé justement pour redonner le pouvoir au peuple, d'essayer de réécrire cette constitution pour que justement la démocratie se redéveloppe un peu plus. Voilà. Ou une assemblée constituante en tout cas. Merci. Oui, moi c'est une question qui est centrale et je crois qu'on n'a pas eu le temps d'aborder à la tribune, mais il y a tellement eu de choses très intéressantes qui ont été dites, la souveraineté nationale et populaire,
les États-nations, ce sont des choses qui ont été un petit peu oubliées jusqu'à ce jour, et qu'on a préféré laisser à un seul parti, de manière à le discréditer totalement. Je pense que des initiatives qui sont données, notamment par, je crois, la Alternativa, vous avez parlé aussi de la souveraineté alimentaire. Donc le mot souveraineté n'est pas quelque chose de honteux. Donc la souveraineté alimentaire va aussi conduire à la souveraineté nationale et populaire. Moi, voilà, c'était juste un petit préambule, mais la question que je voudrais poser, c'est on peut penser que tout va bien, quoi. Madame Christina Comi a dit, voilà, la Grèce, elle est en désastre complet, et puis bon, nous, on n'en sait rien. Il y a des manifestations sanglantes tous les jours, on n'en sait rien. La différence qu'il y a entre 1973 et aujourd'hui, je crois que vous pouvez le constater. Moi, bon, je militais à cette époque et je comprenais très bien, mais il y avait quand même la presse qui nous racontait cela. Il y avait des mobilisations. En 2003, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus proche, pardon. Il y a eu une mobilisation incroyable contre la guerre en Irak. C'est vrai qu'elle a eu lieu. Aujourd'hui, il y a la destruction de la Grèce, il y a la destruction de l'Ukraine, il y a la théorie du chaos constructif, n'est-ce pas, tel que le propose Huntington. Eh bien, ce truc-là n'est jamais, ou très rarement, décrit dans la presse. Juste un exemple. Vous avez certainement vu sur Canal+, ou entendu parler de M. Moreira, qui a fait cet excellent documentaire sur l'Ukraine, et sur les néo-nazis qui ont fait le coup d'État, avec l'aide des Américains, de Victoria Nuland et de Piat, l'ambassadeur américain à Kiev. Eh bien ça, la presse, elle le découvre aujourd'hui. Il y a eu quand même le massacre d'Odessa, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors ce que je voulais dire, c'est, je pense qu'il y a des gens qui sont proches de la presse à la tribune. Pourquoi, aujourd'hui, il y a-t-il cette chape de plomb dans la presse? Bien sûr, en 1973, c'était pas parfait, n'est-ce pas? Oui, on critiquait à l'époque. On critiquait la mainmise de l'État, des choses comme ça. Mais finalement, aujourd'hui, y a-t-il pas une autre mainmise beaucoup plus puissante pour nous empêcher de réfléchir et d'avoir des informations? J'aimerais avoir l'avis des spécialistes sur ce sujet. Bravo. Merci. Moi, si vous voulez, il y a plusieurs points qui ont été abordés que je voudrais reprendre très rapidement, juste donner quelques éléments. Première question, l'état d'urgence. C'est fait pour protéger les citoyens. Si demain ça pète, dans quelle situation se trouve le gouvernement s'il n'y a pas l'état d'urgence? Si je comprends bien, hein, pour aller vite. Pour aller vite, si je comprends bien la question. Alors déjà, je voudrais renverser la question en vous en posant une autre, à tous collectivement. On maintient l'état d'urgence et ça pète demain, on fait quoi? On met 50 millions, 60 millions de Français à résidence? Parce que tout le monde sait que l'état d'urgence tel qu'il est prévu n'empêche rien de péter du tout. Rien. Le but n'est pas là. Le but, il est profondément politique, et je pense qu'il est décrit dans le film. L'état d'urgence correspond à la théorie du chaos, où aujourd'hui il faut dramatiser une situation, s'appuyer sur une émotion tout à fait légitime, par rapport aux attentats barbares qui ont eu lieu dans les rues de Paris. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais par contre, la réponse apportée n'a rien à voir avec les attentats à proprement parler, elle a tout à voir avec un but politique qui est de se raffermir soi-même et de jouer une réélection en 2017. Notamment en pliant des thèses, qui ne sont pas les thèses historiques de ceux qui les portent aujourd'hui, mais qui sont plutôt les thèses et du Front National et de Sarkozy, puisque ce que dit Hollande et ce qu'il propose aujourd'hui, il n'a fait que l'emprunter aux autres. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier élément de réponse, qui à mon avis est important. Deuxième élément de réponse sur l'état d'urgence, toujours. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration. Il a dit, voilà, avec l'état d'urgence, je veux qu'il y ait des forces opérationnelles, qui sont des forces armées, capables d'intervenir à 20 minutes de n'importe quel point du territoire national. Donc la question que je vous pose est la suivante. Est-ce qu'à 20 minutes de n'importe quel point du territoire national, il y a un danger terroriste? Ou bien est-ce qu'à 20 minutes du territoire national, il y a des paysans sur les routes qui n'en peuvent plus? Il y a des taxis qui n'en peuvent plus? Il y a des ouvriers qui n'en peuvent plus? Il y a des usines qui sont occupées parce que les mecs n'en peuvent plus? Il y a des patrons qui ne sont pas séquestrés, qui sont un peu retenus parce qu'ils ne veulent pas discuter jusque-là, et donc les ouvriers sont obligés de les retenir quelques heures pour qu'ils discutent quand même un minimum. Ça existe sur le territoire national à 20 minutes de n'importe quel point. Le terrorisme, non. Lorsqu'on nous dit « je veux des forces armées à 20 minutes de n'importe quel point capables d'intervenir », moi, peut-être ai-je un esprit malveillant,
Mais j'ai tendance à croire que c'est plutôt à ça qu'ils veulent répondre plutôt qu'au reste. Et que donc ils sont en train de nous préparer, dans la théorie du choc qui était décrite dans le film tout à l'heure, à une situation où ils se disent, pour appliquer notre politique jusqu'au bout, il va falloir taper. Et donc, l'état d'urgence, ça sert à préparer le fait qu'ils tapent. Alors, on va revenir sur Goodyear. Goodyear, c'est extraordinaire. Les ouvriers de Goodyear qui sont condamnés. Regardez à quel point ils veulent taper. Et ils donnent des signaux pour terroriser. C'est toujours la théorie du choc. Goodyear, les deux retenus de Goodyear retirent leur plainte. La direction de Goodyear retire sa plainte. C'est le parquet, c'est-à-dire le représentant du gouvernement dans le prétoire, qui décide de maintenir la poursuite et qui obtient la condamnation des ouvriers de Goodyear. Eh bien, vous voyez, c'est une condamnation politique. Vous avez un gouvernement qui dit, voilà la politique que je veux appliquer, le démantèlement de notre industrie, vous vous y opposez, alors voilà ce que vous risquez. Et voilà ce que vous prenez. C'est un signal pour tous. Et ça rentre dans la stratégie de l'état d'urgence. C'est la théorie du choc. C'est la situation dans laquelle ils nous mettent et à laquelle ils veulent nous contraindre. Il faut bien le comprendre. De ce point de vue, ça n'est pas la sécurité collective des Français qui est engagée. C'est au contraire la terreur généralisée qu'ils vont vouloir propager parce qu'ils ont compris une chose qui est dans le film. C'est que lorsque Thatcher et Reagan sont parvenus à imposer les mesures économiques de Friedman, ils y sont parvenus après avoir infligé une défaite historique à leur classe ouvrière. Il a fallu au bout d'un an liquider les mineurs. Il a fallu au bout d'un an liquider les aiguilleurs du ciel aux États-Unis. Et c'est qu'à partir de là qu'ils ont pu dire le chemin est libre, maintenant on peut y aller parce qu'on a cogné. Eh bien je dis ce qu'ils préparent aujourd'hui, l'arsenal qu'ils mettent en place, ils se préparent à l'affrontement, ils vont vouloir cogner pour imposer jusqu'au bout la politique qui est la leur. Donc ça n'est pas la sécurité qui est en cause, c'est l'insécurité généralisée qu'ils préparent. Ça n'est pas notre tranquillité, c'est la terreur généralisée qu'ils mettent en place. Et c'est ça qu'ils vont vouloir accomplir. Et je pense que ça, il faut qu'on le maîtrise bien, parce que en le maîtrisant bien, on se rend compte que certes il peut y avoir dans les réponses à apporter, et j'en termine, des règles de vie individuelles. Chacun est libre d'ailleurs de vivre comme il l'entend. Bon. Je suis étonné sur l'histoire d'Hulot, juste pour relancer le débat comme ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que Hulot, pour moi, c'est quand même défini au point de départ sur la question écologique. Dans sa logique à lui, j'aimerais entendre Hulot qui m'explique, si on lui a dit j'abandonne Notre-Dame-des-Landes et j'arrête les gaz de schiste, le fait qu'il n'y soit pas allé, il faut qu'il m'explique parce que ça m'intéresse. Quel est le contenu politique sur lequel il n'y va pas? Car Hulot était proche de Sarkozy hier. Est-ce qu'il est pour qu'on liquide Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'il est pour qu'on aille jusqu'au bout des gaz de schiste? Ou est-ce qu'au contraire, il est pour aujourd'hui une politique réellement sociale anticapitaliste, ce qui serait un changement, mais un changement de mon point de vue bienvenu, qui justifierait le fait qu'il n'aille pas chez Hollande. Mais en tous les cas, le fait qu'on lui ait dit « j'abandonne ça » et le fait qu'il n'y aille pas, personnellement, me laisse un petit peu dans l'expectative. Je termine la parenthèse sur Hulot. Je pense qu'en effet, Lucien Pons a tout à fait raison sur la question des États-nations. On est au cœur du problème. Et c'est par ça d'ailleurs que je veux en terminer. On peut avoir les règles de vie que l'on veut les uns les autres. Moi, je ne suis pas pour imposer ma règle de vie aux autres, je ne veux pas qu'on m'impose celle des autres à la mienne. Tant que j'emmerde personne, qu'on me laisse vivre comme je l'entends, je suis parti de la liberté individuelle minimale. Et je pense que ça doit être vrai pour tout le monde. Mais cela étant, il y a une chose qui est incontournable. C'est que pour que notre règle de vie collective et individuelle soit assurée, il faut que nous demeurions souverains, c'est-à-dire maîtres chez nous des affaires qui nous concernent. Si on n'a plus le pouvoir de décider ce qui nous concerne, mais alors on ne peut même plus décider de la façon dont on va vivre, ni collectivement, ni individuellement. Comment vous voulez décider de votre sécurité sociale si c'est à Bruxelles qu'on vous dit « ça coûte trop cher, il faut la liquider ». Vous décidez de rien du tout. Alors après, on peut dire que certains vont prendre de l'homéopathique, d'autres vont prendre des herbes, et d'autres vont pas se soigner parce qu'ils peuvent pas. Après, tout est possible. Mais en tous les cas, le cadre général qui assure la sécurité sociale, la sécurité sanitaire générale, ça, il faut qu'on puisse le maîtriser. C'est notre souveraineté. C'est le fait que les nations existent en tant que telles. C'est le fait que les nations qui se donnent une forme, chez nous, c'est la République, puissent être maintenues, puissent être défendues, ne puissent pas être menacées. Or, tout ce qui est mis en place, et j'en conclus, vous vous rendez compte que c'est très exactement la remise en cause de ce qui est fondamental pour tout, de notre souveraineté, du droit de notre peuple, de notre droit à décider de nos propres affaires. Pas pour les autres, mais de nos propres affaires. Et dans la théorie du choc, ça participe aussi à un choc. C'est le choc antidémocratique. Dessaisir les peuples de leur pouvoir. Nous interdire de décider pour nous-mêmes de nos propres affaires. Faire en sorte que des technocrates qui sont ailleurs, des oligarques, décident à notre place. Et quand tu parles de la presse, c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, si on parle de la presse, il faut parler clairement des choses. Vous avez dans la presse des professionnels qui veulent faire leur métier, mais vous avez d'abord et avant tout une presse qui appartient à une oligarchie, et une oligarchie financière et politique, des gens qui détiennent le pouvoir, des gens qui détiennent les banques,
Et à partir du moment où ils détiennent les banques, à partir du moment où ils détiennent le pouvoir, et bien même si vous avez des velléités, après là aussi chacun a la règle de vie qui est la sienne. Certains se plient, parce qu'ils préfèrent être bien avec leur patron, parce qu'ils préfèrent avoir un poste. D'autres n'auront jamais été chefs et ne le seront jamais, parce qu'ils préfèrent faire le métier tel qu'ils entendent le faire et tel qu'ils veulent le faire. Ça, c'est une autre affaire individuelle, je ne vais pas rentrer là-dedans, je m'en fous. Mais du point de vue de la règle, c'est que vous avez une presse qui appartient à une oligarchie, et à partir du moment où elle appartient à une oligarchie, ça n'est plus la règle de la presse, et sa déontologie qui prime, c'est la rentabilité de la presse en question et les intérêts qu'elle défend. Et voyez-vous, lorsque vous avez, par exemple, une chaîne qui vous parle de la bourse, une chaîne en continu, qui est la plus regardée en France, et qui appartient notamment à une des plus grandes fortunes françaises et internationales, vous avez compris, la boucle est bouclée, les raisons pour lesquelles les choses sont traitées ou ne sont pas traitées. Voilà, globalement, les éléments que je voulais apporter. Moi, je voudrais revenir sur la question par rapport à l'état d'urgence. Je pense que vous êtes tous suffisamment âgés pour vous rappeler ce qui se passait quand on avait cette série d'attentats dans les années 80. Vous vous rappelez de ça? Oui? Est-ce qu'on avait mis l'état d'urgence à cette époque-là? Honnêtement? Non? Et pourtant, c'était aussi terrible que ce qu'on vient d'avoir là. Alors, si on doit, je veux dire voilà, deux périodes, et c'est pas le même traitement, il faut s'interroger. Moi, personnellement, en tant que militant associatif, ça fait des années, et puis bon, je suis aussi je suis adhérente au Front syndical de classe, donc je regarde aussi ce qui se passe dans le mouvement syndical. Ça fait des années qu'on voit le mouvement syndical prendre en premier les coups. Lui, il prend les coups. Alors ça a été d'abord des condamnations, et on criminalise, et on vous traite comme des délinquants, etc. Tout syndicat confondu. Et puis maintenant, ils sont passés à vitesse supérieure. On met les gens en cabane. Pas en sursis, ferme. Alors, après, on se dit, mince, là, il y a une gradation. Et après, on voit, moi, ça fait des années que je dis aux camarades, mais aux autres militants associatifs que je peux rencontrer, après, il va y avoir, vous verrez, ce sera les militants associatifs qui vont être accusés, qui vont être inculpés, etc. Après, ça va être les militants politiques aussi. Et là, c'est la fin de tout. Parce que comme disait Jacques, quand vous avez toutes ces plaintes qui sont retirées, qu'il n'y a aucune raison de condamner ces gens, même pas de la peine de prison avec sursis, mais quand ça vient du parquet, ça veut dire une chose, c'est que le gouvernement interfère avec la justice. Et que quand vous avez une interférence de ce genre, vous n'avez plus de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, je rappelle, qui est quand même l'essence de ce qui est l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. C'est Montesquieu qui avait dit ça. La séparation entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Voilà ce qui définit. C'est plus l'arbitraire politique de l'absolutisme royal, puisque Montesquieu, à l'époque, quand il écrivait, il y avait encore le roi. Mais c'était ça. Et là, on retombe dans ça. C'est-à-dire qu'on revient... Alors, avant 1884, quand on a pu avoir les syndicats ont été légalisés en France, mais même encore avant 1789, c'est là qu'on retombe dans une sorte d'absolutisme, alors qu'il ne serait plus royal, mais présidentiel. Mais alors on tombe dans le schéma Pinochet, Videla et consorts. Donc on est dans cette interférence qui, moi, est de très mauvais augure. Et moi, c'est pas que je me sens en insécurité à cause d'un terroriste. En plus, entre nous, on n'habite pas Paris. Moi, j'habite pas Paris, alors j'ai envie de dire, oh bon, bah, c'est loin peut-être. Mais même au-delà de ça, moi, en ce moment, ce qui me fout le plus la trouille, ce qui me fait le plus me mettre en insécurité, c'est ce gouvernement. C'est le premier sinistre, là, quand il agite le menton. Moi, je me dis, mince quand même. Et là, on revient sur l'histoire, comme je vous le disais. Il a quand même... Il était dans une famille qui était franquiste, alors au bout d'un moment, on se pose des questions. Moi, je me sens pas du tout protégée par l'état d'urgence. Et puis un dernier truc, ça c'est comme ces histoires de déchéance de la nationalité. C'est des fadaises, ça. Parce que ça n'a jamais empêché quelqu'un de passer à l'acte. Tout comme aux États-Unis, vous avez la peine de mort dans tout un tas d'États, ça n'empêche pas les gens de commettre des crimes. Ça n'empêche rien. Les mecs, s'ils sont déterminés à faire ce qu'ils veulent faire, ils le feront. Voilà. Mais ça n'empêchera rien. Mais par contre, vous voulez un Patriot Act à la française? Vous voulez qu'on vienne un jour taper à votre porte? Moi, je veux pas. Moi, avec tous les livres subversifs que j'ai chez moi, je suis désolée, mais j'ai pas trop envie de voir les flics débarquer en pleine nuit, quoi. Je veux dire. Mais interrogez-vous. Qu'est-ce qui vous met le plus en insécurité? Un attentat peu probable,
vous avez plus de chances, je vous rappelle, de mourir d'un accident de la route, ou alors un gouvernement qui commence à avoir des velléités un peu dictatoriales. Voilà, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Merci. Je voulais intervenir sur la question de la presse. Camus parlait déjà de la presse et des difficultés de la presse, donc c'était dans les années 50. Mais moi, j'ai longtemps été journaliste. Aujourd'hui, c'est difficile d'écrire dans des journaux, même ceux qui peuvent sembler les plus simples. Mais il y a toujours moyen d'écrire. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter d'écrire. Il faut peut-être aussi créer un journal qui ne va pas durer longtemps, mais il durera le temps qu'il faut. Peut-être 1 mois, 2 mois. Nous, on avait créé un journal dans une vallée qui s'est battue 117 ans contre la pollution d'un fleuve. Pendant 10 ans, on a mené ce journal. On pensait qu'il allait durer 3 mois. Il a duré 3 ans. Et c'est même pas... C'était une inondation qui nous a finalement obligés à arrêter le tout. Donc ça n'a même pas été la raison pour laquelle on croyait qu'un jour ou l'autre, on allait fermer. Donc les journalistes... Ils y sont. Moi, j'ai plein d'amis qui se sont mis aussi à écrire des livres, des petits livres. C'est pour ça que je dis que la librairie, peut-être aujourd'hui, est devenue un lieu où il se passe beaucoup de choses. Même des poètes qui nous expliquent, par exemple, ce que c'est que la civilisation arabe, qui nous ouvre enfin le monde, ce monde-là qu'on ne comprend plus trop. Donc, nous avons créé une petite... maison d'édition, pour ça aussi, elle durera ce qu'elle durera, elle ne durera peut-être pas longtemps, mais qu'importe les livres que nous arrivons à publier, ils sont là, même s'il y en a 100, c'est pas grave, ils sont là, ils vont circuler, on va peut-être en parler ou pas, ça fait rien, on va les relire dans 100 ans, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à continuer à écrire, même si on n'a plus la presse avec nous aujourd'hui. Il faut recréer notre presse. Sur Internet aussi. Voilà, Internet aussi, le travail que tu fais à nous reprendre, bravo. Merci. Bravo à toi. Moi, je voulais réagir rapidement par rapport à la Grèce, par rapport à monsieur. J'étais l'été dernier sur la place Syntagma quand il y a eu pas mal d'événements et de discussions. Il y a une véritable prise en main des choses par le peuple. En tout cas, ils essayent vraiment. Et j'ai filmé un flot ininterrompu d'Athéniens, de Grecs en famille qui passait sur ce grand boulevard qui jouxte la place Syntagma. J'ai assisté, j'ai essayé de participer le mieux possible, sans parler grec, à toutes les discussions qu'il pouvait y avoir sur la place Syntagma pendant des heures, sur l'établissement d'une monnaie locale, sur plein de choses. Il y avait vraiment quelque chose de très constructif qui, pour moi, est exactement la voie, c'est-à-dire la lucidité, l'abnégation et énormément d'éthique dans cette démarche-là. Et je pense qu'il y avait d'un côté cet appareil ultralibéral qui les oppressait, mais de l'autre, il y avait aussi un risque, et c'est l'aube dorée ou je sais pas quoi, etc. Il y avait un vrai risque de tomber de cette abnégation vers une forme de violence, et c'est ce qui a mis un terme à toutes ces discussions très productives, à cet échange de points de vue, à tout ce qui se montait au niveau de chartes, de tracts, etc. Ça a été des cocktails Molotov qui ont été lancés contre les forces de l'ordre par l'aube dorée, etc. Et je crois que vraiment, quand je parlais tout à l'heure de résistance au choc, c'est aussi une résistance à cette peur primale, c'est aussi cette faculté à se sentir indépendant le plus possible de la mainmise libérale. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de nos modes de vie, c'est que plus on retrouve la souveraineté alimentaire dont il a été question, plus on retrouve un rôle non plus de consommateur mais de producteur, plus on retrouve le pouvoir dans sa propre vie, plus civilisationnellement on est en mesure de le reprendre collectivement. Donc voilà, pour moi il y a un corollaire entre le combat d'ensemble et le combat personnel dans sa vie. Je veux dire aussi de bon, justement ce manque d'informations par rapport à la Grèce est remarquable. Et je pense que ce serait peut-être utile de faire une journée sur la Grèce ou un après-midi dans le futur. Et c'est pour cela que j'avais voulu vous donner quelques traces, quelques pistes. Les médias ne transmettent absolument pas ce qui se passe. Ça fait 2 semaines que les routes sont bloquées par des tracteurs, des agriculteurs. Et à Athènes, aujourd'hui, il y avait une grande manif qui a encore fini avec des Molotov, etc., qui sont d'habitude des éléments perturbateurs qui sont mis là-dedans pour justifier, après la répression par les gaz lacrymogènes et l'utilisation d'armes chimiques de guerre, finalement.
Donc on en est là. On verra bien si ces manifestations des agriculteurs vont se réunir avec d'autres secteurs et qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Un mini-mot juste pour souligner qu'il y a le voisin de la Grèce qui est la Turquie qui est aussi de façon complètement secrète par rapport aux médias occidentaux en train de tomber dans quelque chose d'assez grave, et le gouvernement Erdogan qui est en train d'exproprier un nombre incroyable d'agriculteurs de leurs terres arables et de priver le peuple turc de sa souveraineté alimentaire qui est pourtant un des piliers de cette civilisation. Et quand on voit comment a commencé le conflit syrien avec justement 30 000 paysans qui sont partis de leurs terres suite à une révolution agricole imposée dans le nord du pays, je pense que voilà, la Grèce, la Turquie sont des exemples de cette façon de faire et méritent toute notre attention. C'est leur but, hein. Ouais. Alors, oui, je vois toutes les mains levées, il n'y a pas de problème, j'ai repéré tout le monde. Voilà. C'est juste très très rapidement pour répondre directement à votre question. Ce qui se passe actuellement, c'est que y a quand même une partie des terroristes potentiels qui sont surveillés. Il y a des enquêtes qui ont révélé que ceux qui ont commis les attentats, justement du 13 novembre, étaient suivis et régulièrement surveillés. Ça ne les a pas empêchés de commettre des attentats sur le territoire français. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que personne... Pardon ? C'est le gouvernement qui a mis en place les attentats, c'est tout. Mais, alors, s'il vous plaît, je donne la parole à tout le monde. Après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, s'il vous plaît. On reste pacifiste, on fait un débat démocratique. Il n'y a pas de problème. Et ce qui se passe, c'est que personne ne s'est posé la question, à un moment donné, sur qui a fourni les armes à ces pays. Qui a armé les Moudjahidines? Qui a armé Boko Haram, dont on n'entend absolument pas parler, sauf si on est informé un petit peu. Mais la majorité de la population entend Daesh, mais Boko Haram, les massacres qu'ils commettent en Afrique, en ce moment, qui a armé Boko Haram à l'époque? Je veux dire, qui a provoqué par l'occupation de l'Irak, qui a provoqué justement la montée d'Al-Qaïda et par conséquent après la montée de Daesh? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant qu'on ne s'attaque pas aux causes, on peut prolonger l'état d'urgence pendant 6 générations si on a envie. Ça ne servira absolument à rien. Ça servira en tout cas absolument pas à combattre le terrorisme potentiel et à empêcher des fanatiques qui ont été embrigadés parce qu'ils étaient dans une situation où de toute façon c'était soit ça, soit ils se suicidaient parce que la situation sociale en France elle est ce qu'elle est. La situation sociale en France c'est... on nous rebalance le débat des 35 heures, etc. On nous rebalance le débat des CDI, des temps pleins, etc. Il n'y a plus de CDI, il n'y a plus de CDD, il n'y a plus de temps plein, il n'y a plus de 35 heures. Actuellement, c'est des contrats aidés payés au SMIC horaire de 2 ans et après vous retombez au chômage et il faut attendre 2 ans pour avoir des contrats aidés. Ça n'existe plus actuellement. Donc je veux dire, il faut arrêter avec ce modèle et justement, ce qui se passe, c'est tant qu'on ne combat pas les causes de ce qui se passe actuellement dans ce pays et dans le monde, on n'arrivera pas à soigner ce mal, voilà, qui ronge actuellement la France et je veux dire qui a rongé différents pays. Voilà, c'était juste ça. Oui, je voudrais revenir sur l'état d'urgence qui a été évoqué et auquel je souscris énormément et totalement aux principales remarques qui ont été faites. Il n'y a pas besoin de l'inscrire dans la Constitution et qu'il est utilisé pour laisser passer et renforcer les actions du gouvernement. Par contre, il y a un côté qui est très utile à l'état d'urgence et qui est détourné et qui n'est pas utilisé, c'est de l'utiliser pour aller dans les zones de non-droit, d'investiguer les armes et tous les endroits où la police, personne ne peut aller dans ces zones de non-droit. Et vous savez peut-être comme moi qu'il y a eu une augmentation de 100% par rapport à l'année dernière du nombre d'individus qui se sont radicalisés. Et ceci est particulièrement, tout à l'heure, disait que ici dans les Alpes-Maritimes, nous ne sommes pas concernés, pas du tout. Nous sommes un des départements les plus sensibles à une très haute radicalisation avec les départements du 93 autour de Paris. Donc ce phénomène est très important et ça donne la possibilité d'investiguer ces zones-là sans avoir directement des réactions d'associations contre, etc., pour empêcher
l'investigation. Et donc c'est un point qui est extrêmement fort et valide dans cette décision. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic, qu'on a un problème vraiment des systèmes démocratiques qui sont en panne. Donc attaquons-nous à la cause, comme dit Naël. Je pense qu'une des causes principales, ce sont nos constitutions, la constitution française, la constitution européenne. Il a été évoqué tout à l'heure, là, Étienne Chouard, de réécrire une constitution qui est une assemblée constitutive. Je sais qu'il y a des partis politiques qui prônent une 6ème République, il y a le mouvement pour la 6ème République. Je sais que là, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des magistratures qui veut mettre en place une veille, une surveillance de cet état d'urgence. Ma question, c'est ce conseil d'urgence citoyenne, qu'est-ce que c'est ? À quoi il sert ? Qu'est-ce qu'on fait là ce soir ? On parle d'atteindre le but ultime, c'est le pouvoir dans 1 an. Sommes-nous en train de mettre en place un nouveau parti politique ? Dans ce cas-là, il faudrait que ça soit clair, de savoir pourquoi on est là et où on va tous ensemble. Ou alors, est-ce que c'est juste une réunion pour que chacun puisse se faire des récup à droite à gauche ? Bon, merci pour votre présence et vos interventions à tous, déjà dans un premier temps que j'ai beaucoup apprécié. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce film, c'est la complicité des simples soldats, comme dans le cas d'Alda Yende, qui vont faire du mal à leur population. Quoi. Je trouve ça incroyable que la docilité des soldats, voire des policiers dans certaines situations, je comprends pas qu'on puisse... Enfin moi, je vois mes amis autour de moi, je les vois mal dans un régime fasciste devenir des SS, enfin je comprends pas cette mentalité. Je trouve ça assez incroyable. Et donc je me demandais comment ça pouvait naître chez les gens, comment on pouvait devenir un petit tyran, quoi. Je voulais très rapidement évoquer aussi 2 solutions qui me paraissent essentielles à un changement de société profond. C'est dans un premier temps le biocarburant à base de chanvre agricole. On peut faire du méthanol avec du chanvre agricole. Et la deuxième chose, c'est comprendre la création monétaire qui est en ce moment entre les mains des banques et qu'il faudrait récupérer pour faire plein de choses, pour financer l'État, pour créer un revenu de base universel qui mettrait fin à la pauvreté, il donnerait plus de liberté vis-à-vis du travail. Il y a une très bonne vidéo qui s'appelle Monnaie humaine au système Robin, que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà, mon intervention. Merci à vous. Attendez 2 secondes parce qu'on va être obligé de faire très très rapidement parce qu'il y a l'heure. Bonsoir, Paul Barelli, président du Club de la Presse. Je voulais corroborer, les journalistes ont été interpellés à juste titre. Je ne suis pas le porte-parole des journalistes, je confirme que la presse est aux mains de groupes, c'est clair. Elle est prisonnière d'un marché et il y a de moins en moins de marge de manœuvre. Sur l'état d'urgence, j'ai étudié les problèmes de sécurité. Je pense que l'état d'urgence est utilisé par le pouvoir afin de créer un consensus de surface. Mais en réalité, je pense que cet état d'urgence s'appuie sur une réalité sécuritaire. C'est qu'il y a réellement un problème de terrorisme en France et que pendant des années, il y a eu une sorte de négation de la sécurité dans ce pays. On a nié la délinquance périurbaine dans laquelle s'inscrit le terreau du terrorisme. Et ce phénomène a été accompagné par la presse et l'état d'urgence est la conséquence de ce non-réalisme, de ce déni de réalité. Alors je voulais dire une chose, pour compléter le propos. J'ai étudié les problèmes de la sécurité et la loi sur les écoutes est comparable au Patriot Act. Donc on peut s'inquiéter effectivement de l'appareil sécuritaire en France, mais il s'appuie sur une réalité qui a été souvent niée dans la presse également. Merci. Vraiment très court parce que ça serait important qu'on réponde à la question primordiale de James, qui je pense est le but de la soirée. Oui. Le film montre c'est la stratégie du choc. Le choc, il est aussi pour les spectateurs d'un tel film. On est spectateur d'événements considérables. Mais il faut se dire que, un peu comme disait Jacques Cotta tout à l'heure, si on filme notre époque et ce qui se passe, ça pourrait être la continuation de ce film. On a entendu tout à l'heure évoquer 2 échéances électorales
d'accord, il ne faut pas les louper, mais c'est tous les jours que nos ennemis s'occupent de nous pourrir la vie, de nous pourrir la société dans laquelle on vit. Il y a des événements, par exemple, en Ukraine, à nos portes. Il s'est produit récemment ce qui s'est produit au Chili ou en Argentine, il y a quelques années, où on a vu Svoboda, ce parti, fer de lance de la révolution orange. Qu'est-ce que c'est que Svoboda? C'est le parti qui s'appelait le Parti national-socialiste d'Ukraine. Oui, national-socialiste, comme le parti nazi en Allemagne, le parti de Hitler. Je veux dire que devant ces événements, c'est vrai qu'on a tendance à se sentir tout petit. Mais entre les échéances électorales, on peut modestement, tous les jours, faire quelque chose. La résistance, elle s'organise tous les jours à notre échelle, à notre petite échelle. Voilà, il existe des organisations, je cite le Comité pour une nouvelle résistance, mais il y en a d'autres où les gens, quelle que soit leur opinion politique, philosophique ou religieuse, peuvent venir. Il y a ceux qui peuvent consacrer tous les jours de leur vie pour l'action, mais il y a aussi ceux qui peuvent donner 5 minutes dans une semaine ou dans un mois. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour organiser cette résistance et pour, en dehors même des expériences électorales, être utile pour un changement de société. Alors, donc, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. C'est juste parce que j'aimerais quand même prioritairement qu'on réponde à la question donc, de James, qui était quand même fondamentale. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais donner la parole à Séverine. Juste avant, je voulais préciser que quand même, le but premier, dans le mouvement qu'on a initié et auquel on avait pensé quand on a fait le premier débat ici le 11 décembre, c'était qu'il y avait 2 choses essentielles. Il y avait le vecteur d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen d'informer les gens partout, c'est-à-dire pas seulement ici à Garibaldi une fois de temps en temps. Il faut arriver à vraiment aller dans les quartiers, à aller parler aux gens, à aller de ville en village. Et je crois qu'on avait eu une idée avec Alternativa et avec Michel Sage, qui est rédac chef de l'Astrada, qui a une pensée pour lui, il est hospitalisé en ce moment. Donc voilà, c'était ça c'est une des idées. Après, il y a le vecteur juridique. Et en effet, le vecteur juridique, c'est en train d'être mis en place donc depuis donc qu'on a constitué un groupe de personnes qui a grandi depuis. C'est le vecteur juridique pour arriver à décortiquer ce qui se passe juridiquement et arriver vraiment à interpeller les différentes instances et à élaborer donc une plainte collective. C'est en cours de construction, ça prend du temps, mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir taper, justement, il ne faut pas qu'on parte dans tous les sens, il ne faut pas qu'on fasse quelque chose qui ne servira à rien, où on va user d'énergie, c'est pour ça. Et je te cède la parole, Séverine, du coup, pour que tu expliques. Oui, alors sur les objectifs et la méthode, je crois qu'en 1789, il y a des gens qui se sont posé la même question. Que voulons-nous? Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Eh bien, nous parlons en tant que peuple et pas en tant que parti politique, il n'y a pas besoin de ça. Mais dans une démarche qui est politique au sens premier, qui est effectivement de saisir les occasions d'expression démocratique, parce que le temps est court, on a très peu de temps, nous avons 1 an, donc nous voulons jeter toutes nos forces dans la bataille, dans la mesure où cette échéance est l'occasion de nous exprimer en tant que peuple sur la question du pouvoir et à travers ça, évidemment, peser sur l'ensemble des autres sujets. Et pourquoi nous avons organisé cela en tant que conseil citoyen, en nous instituant de fait, parce que c'est le moyen par lequel on peut ensemble réécrire les règles de pouvoir, comme ça s'est fait en 1789, et nous avons fixé le 14 juillet comme date pour nous réunir autour d'états généraux. Donc tous les conseils citoyens, il y en a actuellement une vingtaine, mais nous recevons énormément de demandes de création, comme ce soir dans d'autres villes, vont se réunir pour parler des 2 questions
comment exercer notre pouvoir et quel objectif et méthode politique, quels outils. Avec un autre rendez-vous en fin d'année qui sera donc sous forme d'une constituante, l'idée étant une convention, et ensuite d'avoir des candidats constituants aux législatives, des simples citoyens qui se présentent candidat constituant et avec un appel à un candidat constituant, c'est-à-dire quelqu'un qui aura un mandat impératif de convoquer une assemblée constituante. On est dans cette démarche historique. L'histoire se répète. Elle se répète dans un sens négatif, mais elle peut se répéter dans un sens constructif également, dans un sens de conquête. Et pourquoi c'est une exigence pour nous, pour ceux parmi vous qui ont des enfants, également parce que c'est évidemment une urgence, la première, mais c'est surtout parce que si nous ne réussissons pas dans l'année qui vient, ça va être encore plus dur, ce sera encore plus radical et plus violent. Je pourrais agrémenter de tas d'exemples. Moi aussi, j'ai été mise en examen pour avoir osé aborder la question des empreintes toxiques à Nice et le parquet a demandé le renvoi en correctionnel. C'est quand même, le ministère public a considéré que c'était une priorité d'intérêt général de faire taire une militante associative. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a la directive sur le secret des affaires, encore une chose que nous subissons. Les exemples pleuvent au quotidien, cette directive sur le secret des affaires. Pendant qu'on parle de l'état d'urgence, de la déchéance, de la nationalité, elle va faire du secret la règle et de l'alerte l'exception. Voilà comment on protège les citoyens qui dénoncent des malversations. Et puis, on aurait pu revenir, c'est vrai que la Grèce peut constituer un précédent, mais enfin, il y avait quand même un référendum en 2005. Ce référendum en 2005, auquel le peuple a dit non, et qui a quand même donné lieu à un traité. Donc la souveraineté n'existe pas. C'est à nous d'aller la conquérir. Et je ne suis pas d'accord avec vous, les choses ne sont pas écrites d'avance. La preuve, le référendum de 2005. Le tout, c'est de nous organiser et de peser de manière politique. C'est vrai, il faut parler politique dans ce pays, mais dans notre intérêt. Voilà, donc les choses sont dites. Voilà. Moi, je voudrais répondre. Mais c'est parce qu'en fait, il est 22h. Moins 5. Et quand même, par respect pour les personnes qui travaillent ici, qui nous ont assuré le son et la technique, voilà, c'était surtout pour ça, parce que j'aime... Oui, et Lucien ? On a parlé de personne tout à l'heure, en mars, nous avons aussi la même... Oui, Virginia qui... Attends, on a 3 minutes encore. Tout à fait, en mars, il y aura une action TAFTA. Voilà, tout à fait. Voilà. Et, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci. Vous pouvez laisser vos coordonnées derrière la boîte en carton, il y a un papier pour être informés. Et je voulais remercier tous les intervenants de cette tribune, vraiment d'avoir été présents et de nous avoir apporté un débat d'une qualité exceptionnelle. Et nous, on voudrait remercier Nadège. Nadège, merci. Excusez-moi, je fais très très vite, j'ai aussi une minute pour essayer de parler de solutions. C'est qu'il faut créer un autre système carrément d'autogestion où on reprend en main nos lieux en cultivant nous-mêmes. On peut squatter des lieux, on peut faire des acquisitions collectives sous forme de coopératives en achetant des endroits, en cultivant nous-mêmes, en construisant nous-mêmes. On parlait de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure, c'est un excellent exemple. Moi j'y suis allé 4 fois ici dans la salle, dont Nadège et quelques autres personnes. On y est allé aussi, on a expérimenté ça. C'est pas seulement de la contestation, c'est de la construction d'autres choses. Et je voudrais dire que moi je crois en ça, en un monde de paix et d'amour sans frontières. C'est important aussi parce que je dis que la souveraineté elle doit être de toute la planète, il ne doit pas y avoir juste une nation. Et je voudrais alerter quand même sur un détail. Faire des choses, ok, mais ça c'est un avis perso, pas avec Monsieur Chouard, parce que je suis pas d'accord avec lui, désolé, mais parce qu'il se rapproche de trop de personnes d'extrême droite comme Monsieur Soral par exemple, voilà, et j'aime pas ça. Mais enfin bon, on peut tout de même se réunir pour faire autre chose, et c'est ce que j'attends aussi de ce Conseil d'urgence citoyen. Merci. Il y a beaucoup de notions qui ont été soulevées ici qui le sont dans le film documentaire Demain.
Ah oui, il faut voir. Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu parce que j'ai eu des problèmes de santé au moment où il est passé dans ma Le ville. film documentaire de Mélanie Laurent, parce que toutes ces notions que vous soulevez, la prise de conscience, la démocratie dans les mains de chacun et tout, c'est tout dans le film documentaire de Mélanie Laurent. C'est un incontournable, hein. Oui, mais j'ai prévu de le voir, tout. mais... C'est pareil, en hein, fait, vous dites les mêmes choses. Ouais, bien sûr, Non, mais ça me paraît assez important de... Vous ne l'avez pas vu, je suis sûre. Non, je voulais le voir, il est passé dans ma ville, mais j'ai eu des problèmes de santé, pas graves, mais suffisamment importants qui m'ont empêché de le voir. Parce que c'est pareil. Hop là, on va couper ça.